30 juin 2025, une date qui nous rappelle l'ascension de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Quel bilan pour la République démocratique du Congo 65 ans après? L'actualité reste aussi dominée par la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Tous ces sujets seront développés tout de suite à cette émission. Invité 30 qui reçoit pour vous le professeur Omar Kalonji, qui est professeur à l'UPN. Bonjour, professeur Omar Kalonji. Bonjour Nadine. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bonne fête de l'indépendance. Merci à vous aussi. Bonne fête de l'indépendance. Merci. Comment vous avez trouvé la fête de l'indépendance de 2025? Bon, la fête, il faut se remémorer la date de l'acquisition de notre indépendance, l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté Nationale et nationale et internationale. internationale. Mm. Voilà. Je crois que qu'on ait passé au défilé comme d'habitude, qu'on ait fait des manifestations ou pas, mais c'est une date dans laquelle il faut se remémorer, qui doit rester dans le subconscient et dans la conscience populaire, non seulement du peuple congolais, mais sur l'ensemble de la nation, sur le plan planétaire, pour dire que cet espace est passé du colonialisme à l'indépendance, à la liberté fondamentale des citoyens qui y habitent. Merci, professeur Omar Kalonji. Aujourd'hui, 65 ans après, 30 juin, 30 juin 1960, 30 juin 2025, 65 ans après, quel bilan faites-vous pour la République démocratique du Congo? Bon, le bilan, je crois il est positif. Il est positif parce que un jeune homme, quand quelqu'un qui vient au monde, quand il a déjà 65 ans, c'est l'âge de sa maturité. L'âge de sa maturité. Positivité de ce bilan, ça veut dire que nous sommes restés dans l'intégrité territoriale de notre pays, malgré les soubresauts, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il y a eu, les envahissements. On est là et c'est positif. Ça veut dire que nous sommes restés patriotes en gardant notre souveraineté et que nous devons léguer à des générations futures. Comme nous l'avons, la souveraineté, nous l'avons acquise chez nos aïeux et nos prédécesseurs. Voilà, là c'est vraiment positif. Quand bien même on sait que l'accession à l'indépendance n'est pas un acquis total sur tout le plan, surtout sur le plan social, économico-social, où on a trop de soubresauts, trop de problèmes. Voilà, c'est cet aspect-là qui, pour les autres analystes, ils pensent que il n'a pas été question que nous soyons indépendants. Mais cependant, il faut le devenir parce que qui veut la paix prépare la guerre. Quand vous évoluez et vous atteignez un certain niveau, c'est ce niveau-là qu'il faut commencer à perfectionner pour vous redéfinir davantage. C'est comme dit le Coran ou la Bible, chaque jour, c'est une opportunité d'amélioration. Voilà. Donc, la date d'aujourd'hui nous rappelle effectivement, nous remémore ce que nous fîmes comme État sous la colonisation, mais aujourd'hui, ce que nous sommes en tant qu'hommes libres. En tant qu'hommes libres, nous devons exprimer notre libre arbitre. C'est-à-dire nous devons nous-mêmes, nous devons nous auto-organiser pour que nous puissions exprimer correctement notre liberté et notre indépendance. Oh, oh oui, mais il y a de ceux-là, certains analystes qui disent que nous avons pris notre indépendance très tôt. C'était un peu prématuré
eza lokola tozwaki yango avant, on avait beaucoup demandé notre indépendance, fallait plutôt laisser les Belges nous coloniser et puis prendre l'indépendance après. Quelle est votre Non, non, analyse? non, 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 non. Ça, c'est... Bon, c'est une logique qui est restée illogique jusqu'à présent. Vous pensez, je prends un exemple. Dans un système de mariage, il y a les gens qui se marient officiellement et qui vont à la commune, qui légalisent leur mariage, mais il y en a qui se marient en dessous des cartes, dans le cousu, et qui après, ils vont officialiser. C'est la même chose. Quand bien même nous sommes arrivés, les deux sont des mariés, ils constituent leur foyer. Donc, c'est la même chose avec nous. Quand bien même nous n'avions pas les gens de qualité pour accéder à notre indépendance, à ce moment-là, l'opportunité, nous l'avons saisie. Nous avons saisi cette opportunité et rien ne nous a échappé. On est arrivé là où on est arrivé. Hein? Ce n'est pas que nous avions échoué, non. C'est parce que il y a eu toujours un néocolonialisme qui continue à nous pourchasser. À nous pourchasser. Donc, ceux-là qui disent que nous n'étions pas encore prêts, c'est le clan ou c'est le camp de ceux-là qui pensaient que il faut toujours être colonisé ou être sous la dépendance de l'homme blanc. Voilà le problème. Mais il fallait jouir de sa liberté. Il fallait jouir de sa liberté qui est un principe fondamental pour tout être humain pour se développer. Si vous ne voulez pas euh, accéder à votre liberté, comment vous allez vous exprimer, comment vous allez vous améliorer, comment vous allez évoluer? Bon, c'est ça la difficulté. Vous serez toujours dépendant, vous serez toujours sous la domination. Ce sont les autres qui vont déterminer ce que vous devez faire. C'est ce qui est très mauvais. Alors, nous avons acquis cette indépendance, malgré ce que les gens pensaient, qu'il n'y avait pas suffisamment d'intellectuels, il fallait encore attendre. Mais on est là en titubant, mais on évolue. On évolue parce que même les grandes nations, aujourd'hui, on le voit. On voit comment elles sont en train de tituber comme nous. Hein, elles sont en train de tituber comme nous. Hein. Aujourd'hui, si je prends un exemple, les Nations Unies qui aujourd'hui nous ont donné la leçon des droits, de l'égalité, du respect de l'homme, de l'humanité, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils sont en train de dégringoler. Dégringoler. Quelqu'un qui va, qui tire, qui tue, qui massacre, c'est cela qu'on protège. Dites-moi, en quoi ces gens-là ou cette nation-là est plus importante que nous? Nous sommes sur le même pied d'égalité. C'est à boire, à prendre ou à laisser. C'est un problème d'analyse au cas par cas. C'est là qu'ils disent que nous n'étions pas encore arrivés. Non, il faut qu'ils disent que nous n'étions pas encore arrivés à tel secteur, à tel cas. Et puis, on pouvait peut-être arriver. On pouvait peut-être réfléchir là-dessus. Mais non, en globalité, dans l'ensemble, nous, il était une opportunité pour nous et nous sommes là et on évolue. Là, on peut dire que c'est ça, là, c'est sur le plan politique. Maintenant, faisons un tour sur le plan économique. Aujourd'hui, 65 ans après, où en sommes-nous sur le plan économique? L'économie de la République démocratique du Congo. Oui, l'économie du Congo, c'est une économie qui est toujours une économie qui doit aider le monde entier. C'est ça notre difficulté. C'est comme un enfant à 13 ans, mais qui supporte une charge comme s'il avait 65 ans et 70, 70 ans. C'est ça le problème de la République démocratique du Congo. C'est comme un pauvre qui n'a pas suffisamment de moyens, qui va se marier à une belle femme comme Nadine. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il a l'envie et la jalousie, la haine de tout le monde. C'est ça le problème. Si notre économie ne sait pas évoluer, mais c'est ça, parce que
nous sommes la convoitise de tout le monde. Nous sommes la convoitise de tout le monde. Vous voyez, je donne un exemple là. Si aujourd'hui les États-Unis se disent que ce sont le première grande puissance mondiale, mais la bombe qu'ils sont allés lancer sur le Japon là, Wagashima et Nagasaki, mais c'est une bombe qui est venue de la matière première du Congo, qui est venue de la matière première du Congo. Alors, comment maintenant ces gens-là, ils peuvent facilement vous laisser la liberté de pouvoir évoluer vous-même? Non. Ils sont là pour dire non, non. Mais ces petits enfants-là, il est plus riche, il est bon, mais il faut commencer à les torpiller, il faut commencer à les flatter, il faut commencer à l'endormir pour que nous puissions profiter et prendre sa place mondiale. C'est justement ça. Donc, notre économie, c'est une économie qui était prospère, parce que à l'acquisition de notre indépendance, le franc congolais équivalait à 2 dollars, avec le premier président de ce pays, Kasavubu, Joseph. Hein? Nous avions au moins un franc congolais qui prenait en compte 2 dollars. Alors, maintenant, après lui, il y a eu la succession du président Mobutu, qu'on a pris en étau pour l'endormir par les grandes puissances, qui a fait que les opérateurs économiques au niveau de notre nation, je cite par exemple Dokolo et les autres, les Kansebou, les Kisombe, qui devaient continuer à soutenir notre économie. On a trompé Mobutu de pouvoir les effacer, les mettre en politique pour pouvoir les dominer. Parce que pour lui et pour eux, ils pensaient que si ces gens-là devenaient très importants devant la nation, ils allaient les remplacer pour prendre la place de la présidence. Vous voyez comment les autres réfléchissent. C'est comme aujourd'hui, ils parlent de la démocratie, mais ils ne savent pas comment nous gérer démocratiquement, comment nous permettre de gérer notre démocratie, ou y avoir une démocratie multinationale ou multidimensionnelle qui tient compte de plusieurs considérations. Voilà. C'est ainsi que notre économie, jusqu'à présent, est en train de patauger. Mais il y a des Congolais, des faibles d'esprit, qui pensent que c'est le blanc, c'est l'homme blanc qui sait gérer, c'est l'homme blanc qui sait définir, ce qu'il peut définir, ce qu'il peut faire de son économie. Voilà. La production, le BIP interne de notre pays, non, ça ne va pas. Aujourd'hui, notre économie dépend des autres. Dépend des autres. Si on se pose un problème au niveau du gouvernement pour dire nous avons besoin des milliards pour répondre au problème des fonctionnaires de l'État, aucun Congolais n'a pas, ni une banque, n'a même pas de soubassement. Toute l'économie est entre les mains des étrangers. C'est ça le problème. Prof, sur le plan sécuritaire, 65 ans après, quelle analyse faites-vous? Mais justement, la sécurité dépend aussi de l'économie. Comment vous allez engager les gens, les mettre en sécurité, les payer, les protéger, et les mettre sous votre dictat s'ils ne sont pas bien encadrés? L'encadrement vient avec l'économie. C'est parce que au jour d'aujourd'hui, c'est que la Deuxième République a fait, nous a clochardisé. Donc la sécurité est entre les mains des autres. Nous dépendons encore des autres. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, même sur le plan de la recherche, quels sont les Congolais qui peuvent aujourd'hui se mettre dans un coin refermé pour dire nous devons produire les drones pour surveiller ce qui doit se passer, pour faire ceci, pour gérer notre espace aérien, notre truc de ceci ou cela. Non.
C'est difficile. Vous les voyez sur le plan politique et comment tous les politiciens sont pris en otage. Quand quelqu'un voudrait parler du nationalisme, non, c'est là, on vient lui donner des millions et des milliards pour pouvoir combattre ses propres frères. Au prix de quoi? Au prix de l'extérieur. C'est ça le problème. Donc, et l'économie et la sécurité, au jour d'aujourd'hui, c'est entre les mains des expatriés, entre les mains de ceux-là qui nous ont flattés pour dire que nous restons dans un village planétaire, dans le monde planétaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si nous nous détachons de ce grand village planétaire, ils ne vont pas en bénéficier, ils ne vont rien profiter de leur émergence. Voilà. Donc, parce qu'au départ, ils n'ont pas de ressources de base pour pouvoir se développer. Les ressources de base, ils vont les puiser au Congo. Au jour d'aujourd'hui, le coltan et ceci, c'est au Congo qu'il faut venir pour chercher des batteries, résoudre le problème comment on appelle l'énergie propre, ainsi de suite. Voilà. En bref. Oui, en bref, changeons de chapitre pour parler de l'accord de la République démocratique du Congo, la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Comment vous avez trouvé cet accord, cette signature d'accord? Très bien, c'est une question très pertinente et fondamentale. Cet accord, vraiment, c'est comme nous le disons, c'est un accord qui porte espoir, pour les Congolais qui ne sont pas dans la compromission. Il porte espoir pour les Congolais qui ne sont pas dans la compromission. Comme je l'ai dit, tu veux la paix, prépare la guerre. C'est cette étape ici, comme la signature a eu lieu, pour dire que le Rwandais qui réclamait la souveraineté, la balkanisation du Congo, avec l'accord des Occidentaux, et nous en sommes arrivés là-bas pour dire que nous respectons la souveraineté, pour que nous puissions aller en paix. Et que c'est un nouveau départ pour nous. À quelle occasion maintenant le Rwanda va pouvoir réclamer qu'il puisse prendre l'Est de notre République? Il n'a plus raison. Donc vous estimez que cet accord va mettre fin à la crise qui sévit, à la guerre qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo? Justement. La partie orientale. Oui. D'abord, cette guerre met fin aux velléités rwandaises, aux velléités sous-régionales et aux velléités occidentales qui pensaient que nous sommes dans un grand pays et que nous sommes des naïfs, nous ne savons pas nous gérer. Il faut couper notre pays et remettre une partie à la rondophonie pour que ça soit bien géré, ainsi de suite. Non, nous restons dans l'intégrité territoriale de notre pays, dans la souveraineté territoriale de notre pays que nous avons acquise depuis 1960. Voilà, ça c'est un acquis incontestable. Mais maintenant, c'est à nous maintenant de voir, et c'est l'occasion pour moi de demander aux politiciens d'être nationalistes. De ne pas croire que quand vous allez avec un homme blanc, il vous donne des millions et des milliards de dollars, que vous devenez important par rapport à votre propre population, par rapport à votre espace géographique. Non, ce n'est pas cela. Et cette occasion, pour nous, nous disons merci au grand parti, l'Édit des Pes, qui a prôné, qui n'a cessé de prôner la non-violence,
Et aujourd'hui, nous avons ce résultat de non-violence par rapport aux résultats diplomatiques qui nous ont amenés à ces résultats. La non-violence qui a respecté effectivement la dimension Prof, humanitaire. pensez-vous qu'il sera respecté dans son applicabilité? L'application de cet accord dépend de nous, de la manière dont nous allons nous y mettre, nous les Congolais, les politiques congolais dans son ensemble. Dans son ensemble. C'est cela. Quand il y a certains qui disent qu'ils sont encore rondophones, ils sont encore, je sais pas moi, kivussiens, qui estiment que les autres là, ils ne font rien, il faut les écarter parce que, non. Il faut que nous puissions considérer les cycles économiques, les cycles de la vie. Aujourd'hui, si nos frères de Kivu pensent que parce qu'il y a tous ces minéraux, il y a toutes ces ressources naturelles qui font de l'importance du Congo comme pays solution mondiale, et que ils peuvent croire que rester avec ceux-là qui leur disent que nous pouvons balkaniser, ils vont rester éternellement. Non, le cycle est là. Si vous prenez la Somalie, il y avait une forte production de diamants. Aujourd'hui, la Somalie est en train, il n'y a que des trous qu'on a laissés. Les minéraux, pour les reconstituer, il faut au-delà de plus de 100 ans. Ce sont des ressources irrenouvelables. Ressources irrenouvelables. Je répète, irrenouvelables. Mais donc, côté... quand on a puisé, il ne reste que des trous. Et ils pensent que nous devons, ils doivent rester dans l'accord avec tout le monde. Notre pays a commencé avec l'économie des caoutchoucs. Et les caoutchoucs, c'est dans les Bandundu. Si nous sommes arrivés là-bas, c'est avec l'accord, la construction de tout le monde. Donc, ils doivent se référer aux prescrits du gouvernement central pour que nous puissions évoluer. Donc, au lieu d'aller s'accrocher à des considérations partisanes extérieures, il faut rester dans les considérations internes du gouvernement central. Mais du côté de l'opposition, on appelle les chefs de l'État au dialogue. L'opposition dit que l'accord là ne va servir à rien. Il faudra que le président accepte le dialogue, qu'ils se mettent autour d'une table pour parler de la République démocratique du Congo. Certes, mais même dans cet accord-là, il y a un aspect interne. De cet accord n'exclut pas les dialogues déjà entretenus à Luanda, entretenus à Nairobi, entretenus au Doha. Ce sont les processus qui sont mis en compte, en considération, et sur lesquels la commission qui doit gérer cet accord doit prendre en compte. C'est à ce moment-là on doit repérer les aspects pour en faire les dispositions juridiques au cas par cas. Au cas par cas. C'est ainsi qu'il y en a qui estiment qu'il faut parler par le dialogue. Je prends un exemple, ça veut dire que quand on a dit que l'FDLR doivent rentrer, on doit identifier qui est rwandais et qui n'est pas rwandais parmi les militaires. Donc, si vous êtes rwandais, vous rentrez chez vous. Si vous n'êtes pas rwandais et que vous vous retrouvez dans les FDLR ou vous êtes dans les M23, vous êtes caché derrière le M23, à ce moment-là, si vous êtes congolais, vous venez congolais. Alors, si vous êtes congolais, vous restez au Congo, mais on doit analyser votre cas. Ne venez pas pour dire non, parce que je suis congolais et je suis général des M23, on vous bombarde aussi ces mêmes titres-là comme la fois passée avec le gouvernement de Joseph Kabila. Non! Cette fois ici, on a dit on va analyser au cas par cas. Est-ce que vous avez mérité pour devenir général depuis quand vous avez été à l'école des officiers militaires? Vous êtes parti d'un néant, vous revenez au néant, on vous renvoie dans les cas des civils, vous restez là-bas. Si vous vous dites que vous êtes politique, vous restez politique, mais maintenant, la justice doit jouer son rôle.
vous avez massacré, vous avez violé. Non, on vous met devant vos responsabilités, devant la justice. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça ne va pas se passer comme ça inaperçu. Non. Voilà. Une dernière question pour finir les minutes de l'émission. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Aujourd'hui, le gouvernement souminois a totalisé un an, une année, jour pour jour depuis sa nomination, depuis que le gouvernement souminois, ça fait une année, est mise en place. Est mise en place. Voilà, ça fait une année. Quel bilan faites-vous de ce gouvernement? Bon, c'est comme j'ai dit, le bilan, il est positif quand même. Il est positif, c'est ce gouvernement qui est arrivé à faire voir que la diplomatie a réussi et que le gouvernement congolais est devenu un modèle de diplomatie internationale qui n'a pas voulu continuer sur le long de la guerre pour massacrer. Parce que l'Occident, quand tu viens, il vous donne l'arme, c'est pour tuer qui? Vous n'allez pas tuer les Français, vous n'allez pas tuer les Américains, vous allez tuer vos propres frères congolais. Alors, mais ce gouvernement, avec le leadership du président Fachi, Béton, comme on l'a dit, a quand même montré que la diplomatie, c'est la voie la plus prépondérante qui résout tous les problèmes. Parce que nous ne pouvions pas, si on n'avait pas, si nous ne sommes pas allés sur cette lancée de diplomatique, nous aurions fait ce qui se passe à l'Israël avec Gaza ou avec l'Iran. Vous voyez, la guerre aurait continué. Positif pendant qu'il y a des détournements à gauche, il y a des détournements à droite, il y a des milliards de dollars. À l'époque, on n'a pas connu, on n'a pas entendu parler des détournements. Non, mais oui. Rien ne marche sur le plan social, rien ne marche sur le plan politique. On ne voit rien. Nadine, moi j'ai dit non, comme le disait le Sphinx, effectivement, si ce n'est pas ces gouvernements, est-ce que nous saurions qu'il y a des milliards qui se détournent? Parce que depuis lors, peut-être parce qu'il y a les non, non, depuis le gouvernement Seseko, Ouama base, est-ce que nous savions qu'il y a des détournements au gouvernement? Non. C'est déjà un pas. C'est déjà quelque chose qui est dénoncé, qui est mis à nu. Voilà. Donc, il faut profiter c'est comme j'ai dit, qui veut la paix prépare la guerre. C'est cette guerre-là maintenant à laquelle il faut s'atteler pour résoudre tous les problèmes du social de notre population. Je pense que c'est par ici que nous allons terminer l'émission. Comme ça, prochainement, nous allons parler que de un an du gouvernement soumis. Nous allons en parler à long et large sur le plan politique, social, économique. Donc, nous allons vraiment en parler et développer. Pour l'instant, nous sommes à la fin de notre émission. Un mot pour finir. Oui, mais c'est comme tu dis, prochainement nous allons en parler, mais nous ne sommes pas membres du gouvernement. Il y a des aspects qui peuvent nous échapper. L'analyse, nous allons analyser. En tant qu'analyste, en tant que politique, nous allons analyser. Ça va être une analyse de l'extérieur, mais il faut aussi faire une analyse de l'interne. Donc, il faut venir avec au cas par cas les réalités sur lesquelles nous allons nous... L'émission sera consacrée seulement sur le bilan et voilà. Nous allons amener les éléments voilà. Pour développer sur le plan, tel plan, par exemple, accouchement, gratuité des maternités. Apparemment, aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, on ne parle plus de gratuité. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? L'argent n'a pas... Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement? Voilà, nous sommes à la fin de l'année, donc voilà, on aura tout. Oui, nous par exemple, la gratuité de l'enseignement. Quand nous... Bon, parce que tout ça, c'est un raisonnement qui nous vient de l'Occident et nous l'amenons pour dire gratuité. Mais quand vous venez au monde, il faut demander à quelqu'un que je dois venir au monde. Il faut préparer cette arrivée au monde. Non. L'enseignement, c'est notre tradition. Voilà, c'est parce que nous sommes racolés, nous sommes dominés par l'Occident, nous raisonnons sous cette forme-là.
Et aujourd'hui, nous en faisons un problème pour dire. Et on va y revenir, comme vous le parlez. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité de dire à tous les Congolais, et là où ils sont, pauvres, riches, politiciens ou pas politiciens, d'être à l'aise, de se croire être indépendants, démocrates aussi, de se dire qu'on est vraiment fiers d'être Congolais, on est une nation mondialement modèle pour illustrer cette démocratie et cette liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Omar Kalange. À moi de vous remercier, Nadine. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs de Rupture Télévision, nous sommes à la fin de notre émission qui avait reçu pour vous le professeur Omar Kalange, qui n'est plus à présenter, c'est un habitué de l'invité 30. Avec lui, nous avons passé en revue 65 ans de l'indépendance jour pour jour. On a fait le bilan de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, et aussi une année des bilans de gouvernement souminois. Moi, je vous dis merci. Je vous retrouve prochainement dans un autre sujet, un autre numéro de Invité 30. Je dis merci à l'équipe technique, merci à Igo Malé là qui nous accompagne de partout. Merci à vous. Restez branchés, connectés sur Rupture Télévision à travers votre émission Invité 30. Je vous retrouve prochainement dans un autre sujet. Merci.